Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous parler ce soir de l'écume des choses, c'est-à-dire la façon dont se déroule notre élection présidentielle. C'est très important, mais c'est l'écume des choses car il y a à l'aplomb la crise monétaire, la crise financière dans laquelle se trouve le monde, et la menace de guerre, évidemment, qui en résulte. Alors, parlons d'abord de l'élection présidentielle. Alors, la dernière nouvelle, c'est la hausse soudaine de Valérie Pécresse. C'est l'effet candidature, l'effet élection par LR, dans son sondage récent Ipsos Soprasteria fait avec France Info, elle apparaît atteindre 16%, à égalité avec Marine Le Pen qui est à 16%. Ensuite vient Éric Zemmour qui est, dit-on, à 14%. Et puis il y a toute une gauche en déconfiture. Et même M. Jadot, Yannick Jadot, qui n'arrive pas à démarrer. Alors, si l'on regarde la signification de cette évolution, dont on peut s'apercevoir, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron gagnerait sans aucun doute l'élection présidentielle. Non en raison de ses qualités, mais en raison de l'incapacité des autres. Alors, examinons le cas de Valérie Pécresse dans ce contexte. Je pense qu'elle a 2 points, d'après ce que disent des gens de son propre entourage et des gens qui l'ont connue. Elle a 2 points, peut-être même 3 points, qui la rendent semblable à Emmanuel Macron. Elle n'a pas d'affect, tout est pour son succès politique. On dit que des rabatteurs venant de la communauté asiatique ont assuré des adhésions en masse de dernier moment lors du congrès de LR qui ont permis sa victoire. On ne peut pas savoir si c'est vrai, mais en effet, elle est assez coutumière de ce genre de manœuvre. Ensuite, eh bien, elle veut toujours être la première de la classe. C'est une logique d'adaptation et pas de création. On l'a vu lorsqu'elle était la collaboratrice de Jacques Chirac, notamment après 1995. Et enfin, elle n'engendre pas l'hostilité des marchés financiers, comme disent poliment certains de ses amis. Donc, pour cela, elle est semblable à Emmanuel Macron. Donc, il y a un choix qui risque d'être le choix entre 2 émanations semblables de l'oligarchie mondialisée. Les 2 sont des partisans de l'Europe. Et Valérie Pécresse, par exemple, parmi les candidats de LR, c'est celle qui voulait réduire le plus le nombre de fonctionnaires, réduire de 200 000 le nombre de fonctionnaires. Donc, elle était la plus proche, dans son esprit, de la campagne qu'avait fait François Fillon en son temps. Donc, on a l'impression d'un pays qui est incapable de se renouveler au niveau de sa direction. Alors, c'est dans ce contexte qu'apparaît Éric Zemmour et ces grands shows qu'il a pu faire. Et Éric Zemmour nous dit « Danton, une nation ne se sauve, mais une nation se sauve, mais ne se venge pas. » Donc il semblait très généreux. En plus, il mentionne des références tout le temps. Mais derrière tout cela, il y a cette notion qu'il a répétée lors de cette présentation de candidature de 10 minutes, où il a dit « Nos soldats qui ont conquis le monde et l'Europe ». Donc c'est une vision de domination, et ce n'est pas une vision comme serait évidemment la nôtre, qui serait d'inspiration par des idées. C'est une vision de domination, une vision bonapartiste, et il est dans ce sens un candidat bonapartiste engagé dans la reconquête. La reconquête, le mot évoque la Reconquista en Espagne, qui était la, attaque militaire des catholiques contre les musulmans. Donc il évoque cela, il prévoit un référendum sur l'immigration, et, disons, il est avec les autres candidats quelqu'un qui ne traite pas le vrai sujet. Parce que c'est pour ça que la campagne présidentielle est l'écume des choses. Le vrai sujet, c'est la domination de l'oligarchie financière qui, avec sa drogue monétaire, contrôle le monde et le livre
à une sorte de mafia tout court, ou une mafia en complet veston, une mafia apparemment dans le public, dans le privé, qui a cette même conception d'un système financier dans lequel on ne va pas pratiquer une vision à long terme, mais dans lequel on est dans une vision de l'immédiat, qui est la vision des pays occidentaux. Alors, cette vision, évidemment, est à l'aplomb de quelque chose que je veux vous montrer maintenant. C'est trois courbes qui sont des courbes d'orientation, ce ne sont pas des courbes exactes mathématiques. On est dans une période où on peut voir depuis plus de 30 ans une évolution de l'émission de monnaie, de plus en plus d'émissions de monnaie, qui entraîne la hausse du financier, du secteur financier, et qui n'est pas suivie par un développement de l'économie physique. Et aujourd'hui, on arrive à une phase, en ce qui est l'économie physique et humaine, dans les pays occidentaux, à une phase qui est menacée d'une forte dépression. Donc, cette situation est due au fait que tout est entretenu par une drogue financière. On peut dire, si on regarde la Banque centrale européenne, que son bilan atteint 8 443 milliards d'euros et la Réserve fédérale 8 685 milliards de dollars, plus de 8 000 milliards dans les deux cas. Ça veut dire qu'elle a augmenté cette masse de 2,5, au moins de 2,5 fois, de 2 fois et demi. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Alors, avec cette augmentation, on entretient un système financier, mais au bout d'un moment, on a un problème. On émet de la monnaie sous forme de rachat des obligations des banques. Ça s'appelle le marché secondaire. Et les banques reçoivent en échange de la monnaie, et cette monnaie, évidemment, ne finance pas l'économie aujourd'hui, et elle retourne sous une forme de monnaie, parfois même en dépôt à la Banque centrale européenne, et les banques se mettent la différence dans leur poche ou en réserve. Donc on n'a pas une stimulation de l'économie physique et humaine. On a un système de plus où, même en termes monétaires, la vitesse de circulation de la monnaie diminue. Elle ne passe pas dans l'économie, même dans l'économie, disons, qui pousse la finance. La finance, qu'est-ce que c'est? C'est le secteur d'une bourse en hausse funiculaire entretenue par la drogue monétaire. Quelles que soient les mauvaises nouvelles, il y a hausse des marchés financiers. C'est la hausse de l'immobilier et ça commence à être la spéculation sur le prix des matières premières, sur le prix de tout, pas dû à une reprise de l'économie, qui n'est pas là en réalité, elle n'est pas là en termes physiques et humains, elle est là en termes monétaires. Donc ce découplement entre le monétaire et le financier crée une situation où à un certain moment, il est impossible d'assurer une augmentation de la population, puisqu'on ne produit pas en fonction de ce que la population aura besoin à l'avenir, et ne permet pas d'assurer le bien commun, l'égalité sociale, ou l'égalité des chances, parce que, cette monnaie, de plus en plus, va vers les 1% des plus favorisés, les 5% des plus favorisés, puis les 10% des plus favorisés. Et évidemment, même en France, où il y a eu des mesures qui ont essayé de plus ou moins, disons, diminuer ce processus, même en France, les 10% et les 20% même les moins pourvus ont vu leur niveau de vie baisser, alors que les plus riches ont vu leur niveau augmenter, comme ce n'était jamais le cas. Demandez à Bernard Arnault ou à François Pinault de vous expliquer pourquoi. Ils le savent très bien. Alors, dans ce contexte, évidemment, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que les pays qui ont investi dans l'économie réelle, comme la Chine, se disent, évidemment, on ne peut plus être sur ces marchés, on ne peut pas les affronter frontalement, on n'est pas assez fort, mais on va essayer de créer peu à peu les conditions où on pourra s'en passer. La Russie et la Chine, c'est ce qu'elles font aujourd'hui, avec des contrats, disons, qui sont passés entre les deux capitales et entre les deux systèmes financiers. Mais il y a plus la politique américaine, qui est une politique de confrontation. Alors ce n'est pas tellement le président Joe Biden, qui est un homme expérimenté, mais c'est son entourage, comme Jack Sullivan, le conseiller national de sécurité, ou le ministre des Affaires étrangères, qui dirige le département d'État, Anthony Blinken.
Alors, les deux poussent à une politique d'affrontement, disons que c'est celle qui doit assurer la puissance américaine. Alors, dans ces conditions, le système ne peut être maintenu que par une politique de force vis-à-vis des autres. Ce n'est pas le Lebensraum dont on parlait à une époque dans l'Allemagne nazie, mais c'est une politique d'extension de la puissance financière par différentes méthodes de pression, et qui peu à peu entraîne une situation de tension et de menace de guerre. On voit aujourd'hui, dans ce contexte, des avions qui se croisent dans le ciel. Le dernier incident était une manœuvre d'un avion de l'OTAN, et un avion russe a été quasi en situation d'avoir un choc, de le heurter, et il a dû faire une baisse dans l'espace de 1800 mètres d'un coup. Imaginez les passagers dans l'avion. Et d'autre part, dans la mer Noire, il y a des incidents, y compris concernant des navires français appartenant à ces forces de l'OTAN. Il y a des navires anglais et des navires français qui sont à la limite des eaux territoriales russes. Donc le président Poutine a dit « je veux des garanties juridiques que ces choses ne se reproduisent pas ». D'où la tension, une tension extrême. Aussi, une tension, bien sûr, avec la Chine. Alors, que fait la Security Exchange Commission, qui est chargée de l'autorité, qui est l'autorité américaine, chargée de régulation des marchés financiers? Elle a dit, toutes les entreprises, elle a dit le jeudi de la semaine dernière, c'est-à-dire il y a une semaine, que tous les comptes des sociétés étrangères cotées aux États-Unis doivent avoir tous leurs comptes obligatoirement vérifiés. Alors, évidemment, les Chinois disent, vous accumulez des données contre nous. Ce n'est pas possible, on va se retirer de la bourse américaine. Alors déjà, Didi, qui est le Hertz chinois, s'est retiré de la bourse américaine, après y avoir perdu d'ailleurs une grande partie de sa valeur, presque les 2/3, et d'autres sociétés, les plus importantes, comme Alibaba et Pinduoduo, songeraient aussi à se retirer. Donc, il y a une rupture dans les relations financières, monétaires, entre les grandes puissances. Et Jack Ma, je vous le rappelle, en Chine, qui voulait y établir un système de crédit, certes limité à la Chine, mais semblable au système occidental, un crédit à tout va, a été sérieusement rappelé à l'ordre par leur autorité chinoise. Donc, je vous rappelle que c'est très important, parce qu'il y a 248 sociétés chinoises actuellement cotées aux États-Unis pour environ 2100 milliards de dollars. Donc, si cela se rompt, on a une situation qui devient très grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que la stratégie chinoise cherche à établir un contrôle économique en vue d'une crise mondiale qu'elle prévoit. C'est le yuan de banque centrale, c'est pas un crypto-yuan, c'est un yuan crypto mais de banque centrale que les Chinois prévoient. Et Global Times déclare que les États-Unis cherchent constamment à espionner la Chine. Donc on a la tension qui est essentielle pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, à la fois cette menace d'une crise financière et la menace d'un aspect, disons, militaire. Alors, évidemment, militaire, ce n'est pas tout de suite un affrontement direct, c'est un affrontement indirect, probablement une cyberguerre, et les Russes et les Américains ne s'entendent pas sur cette question, les Chinois font leur propre politique, et nous n'avons rien, nous sommes pratiquement dépendants en tout de la puissance américaine, nous y sommes soumis, à la fois dans nos armes, et il suffit qu'une partie, une composante de nos armes soit américaine, et la plupart le sont, contrairement au fait d'il y a 50 ans, et là, on est déterminé, on est dépendant d'eux, qui peuvent arrêter nos forces. Et tout le monde le sait dans le domaine militaire. Et puis, il y a la cyberguerre, où il y a un contrôle très fort de la puissance américaine. Donc, on est dans cette situation où il est très difficile de faire valoir ce que nous pouvons développer en tant que politique d'indépendance et de souveraineté nationale. Et c'est dans ce contexte que la politique de souveraineté, qui est en réalité une politique où on défend l'indépendance d'un pays, pas contre les autres, mais pour pouvoir par lui-même se développer et éventuellement donner l'exemple. C'est très différent de l'identité. L'identité, c'est se mettre derrière une ligne Maginot, une ligne défensive, et essayer de se
bâtir sa propre puissance, un peu ce que dit Éric Zemmour, ou d'une autre manière même Marine Le Pen. Donc ça ne peut pas réussir dans les conditions de l'économie actuelle. Il faut des alliés, il faut une politique internationale qui corresponde à une politique intérieure. On ne peut pas décider ceci et cela comme ça. Il faut avoir une stratégie et une tactique. Et on ne la voit pas en France, dans la situation que je viens de décrire précédemment. Alors il y a les tensions entre la France et l'Allemagne, où Annalena Baerbock sera aux affaires étrangères, et Robert Habeck, qui est aussi un vert allemand, sans doute à l'économie et à l'énergie. Alors, eux sont antinucléaires, et disons, ils ont parfois, certains membres du Parti vert allemand, de politique insultante vis-à-vis de la France, et l'Allemagne compte sur le gaz. Ils sont pro-OTAN, c'est-à-dire qu'ils ont dit dans ces milieux que non seulement il fallait des interventions humanitaires, la fameuse responsabilité de protéger, qui est de protéger les intérêts financiers des classes dominantes, mais une responsabilité de protéger aussi le climat et éventuellement envisager des interventions climatiques. Le prince Charles avait dit, d'Angleterre avait déjà dit de son côté qu'il fallait une organisation militaire pour faire respecter les règles climatiques, avec d'autres qui ont affirmé, donc Klaus Schwab du Forum de Davos, qui ont affirmé que, évidemment, il y avait un problème, que si on développait la population, on émettait plus de CO2, donc le développement de la population et la hausse de son niveau de vie est un danger pour l'humanité. Donc ce genre de propos malthusiens est de plus en plus tenu. Donc je vous parle de tout cela ce soir parce que c'est des choses qui sont le produit de cet état du système financier et monétaire dans lequel on a laissé filer ce que pouvait constituer la France. C'est créer cette situation de menace de guerre et de menace financière. Alors j'ajouterai à cela quelque chose qui est très important. On sait que Macron va exercer pendant 6 mois la présidence du Conseil européen. Et il essaiera de dire du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne. Et il essaiera de dire, au sein de cette Europe-là, qu'il peut faire des choses qu'en réalité, dans cette Europe-là, on ne peut pas faire. Et je pense que ce sera la grande contradiction de la campagne de Macron dans la présidentielle. Et par cela, s'il y a un point par lequel il peut se rendre vulnérable, c'est celui-là. Il y a eu 2 articles extrêmement intéressants dans Libération, de Jean Quatremer, ou organisés par Jean Quatremer, certains de Jean Quatremer lui-même, du 26 novembre et du 2 décembre. C'est-à-dire, ces articles disent bien que la corruption règne au sein de l'Union européenne. Elle règne aussi en France. Mais au sein de l'Union européenne, c'est presque endémique maintenant, ou systémique. C'est la Commission et la Cour, la Commission, la Cour de justice, l'Office de lutte antifraude, tout le monde est concerné. Mais plus précisément, c'est ce que l'on appelle la Cour des comptes européenne. C'est la conscience financière de l'Union européenne. Bien, cette conscience financière a vu la condamnation de Karel Pinkston, qui est le membre belge de la Cour des comptes, par la Cour de justice de l'Union européenne le 30 septembre pour avoir notamment détourné 500 000 euros. En fait, c'est beaucoup plus grave. Hein. C'est beaucoup plus grave. Pour vous donner une idée, il y a une relation directe entre Johannes Hans, qui est le commissaire à l'élargissement, qui était le commissaire à l'élargissement et à la politique de voisinage en Europe, et ses dirigeants de la Cour des comptes européenne. La compagne actuelle de Johannes Hahn, Susanne Ries-Ratpasser, avait été vice-chancelière de l'Union européenne et avait pour directrice de cabinet Helga Berger. Helga Berger, qui est chargée de contrôler les comptes de Johannes Hahn, le proche du président de la Cour des comptes européenne. Donc on a une sorte de, je dirais, de inceste ou de conflit d'intérêts permanent dans cette Cour européenne. Alors, ça concerne, et on peut le démontrer, je vous dis simplement aujourd'hui, ça concerne la Cour des comptes, la Cour de justice, la Commission, le Parlement et le Conseil européen. Alors, évidemment, dans ce contexte, c'est un problème pour la France, car tous ces arrangements, la France ne veut pas vraiment y faire face parce qu'elle a besoin de ce qui a été ce qu'on appelle l'État PPE, c'est-à-dire l'État des conservateurs européens. Et elle ne veut pas les affronter, il y a toujours des arrangements. À un moment où l'actuelle présidence
social-démocrate du Parlement européen, David Sassoli, va partir. Alors, il est social-démocrate, mais il est tout à fait pour autant. Et il sera remplacé par qui? Évidemment, Manfred Weber, on y songeait, c'était l'Allemand, mais celui-là a jeté l'éponge. Je pense qu'il n'aime pas beaucoup le climat dans lequel cela se passe. Et, évidemment, on en vient à considérer la candidature d'une femme maltaise, qui s'appelle Roberta Metsola, qui, elle, serait soutenue par Stéphane Séjourné, qui est le président du groupe Renew Renaissance, où sont les macronistes à Bruxelles, qui la soutiendrait, alors que cette Roberta Metsola est non seulement contre l'avortement, mais elle est contre la contraception, et bien plus encore, elle a refusé de voter une résolution, la Commission européenne, sur les violences faites aux femmes. Donc voilà que l'organisation Renew Renaissance est en train de soutenir une candidate qui relève du Moyen-Âge. C'est quand même assez étonnant et qu'on est obligé de faire tous ces compromis. Il faut dire que les écologistes européens aussi y sont impliqués, puisque Philippe Lamberts est un habitué de ces compromis. C'est un Belge et il est coprésident du groupe écologiste. Donc tous ces arrangements rendent la partie européenne que veut faire Macron de sa campagne, disons, extrêmement vulnérable. Or, que dit Macron? Il fait le grand oral. Aujourd'hui, quand je suis en train de vous parler, il tient son grand oral. Alors, c'est le chef de l'État français qui prend la présidence de l'Union européenne. On a un très beau logo d'ailleurs, PFUE, présidence française de l'Union européenne. Donc, il la prend. Il la prend pour des raisons de campagne présidentielle. Alors on dit oui, mais il était obligé, c'est tous les 6 mois, on change, il était obligé. Michel Barnier, qui est un fin connaisseur de ces questions, ce qui n'ajoute pas à ses qualités morales, mais à ses qualités techniques, Michel Barnier a dit que le chef d'État aurait parfaitement pu demander soit avancer, soit à retarder sa présidence pour ne pas confondre l'élection présidentielle française avec l'Europe. Et Macron s'est emparé de cette présidence pour tenter de booster sa campagne présidentielle. Et ça, c'est la vérité. Alors évidemment, il y a d'autres Européens qui n'aiment pas beaucoup cela, parce qu'ils prévoient une série d'interventions pendant cette campagne sur la santé à Grenoble, l'environnement à Amiens, chez lui, et la défense à Brest, plus une grande réunion fin mars à Strasbourg, au début mars, plutôt à Strasbourg, ou peut-être fin mars, mais début mars, aujourd'hui, un grand discours sur l'avenir de l'Europe. Donc il y a confusion des genres entre présidentielle française et élection européenne, dans une Europe elle-même qui est corrompue. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est cela qui est à l'aplomb de notre campagne présidentielle. Tout ce que je vous ai dit auparavant est ce qui arrive aujourd'hui. Alors qu'en France, aussi, on a la même corruption. On a, dans les cabinets ministériels, à l'Élysée, à Matignon, à Bercy, des gens, de nombreux conseillers qui démissionnent pour toucher de gros salaires dans la finance. C'est ce que j'ai appelé l'oligarchie des portes tournantes et ses domestiques. Alors, c'est intéressant, de ce point de vue, de voir un livre qui vient de paraître, Dans le silence de l'État, de Gilles Chavrol, qui dit que nos élites ont décrédibilisé et porté atteinte à l'État. Et toutes les attaques contre les fonctionnaires visent à couvrir les attaques qui portent à l'État et cette logique de privatisation et d'austérité sociale. Et qu'on arrive à une situation où d'un côté, on a des conservateurs qui défendent un système libéral, qui adhèrent à ce système financier et monétaire international, tous. Vous voyez bien que même Zemmour n'a pas parlé de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il a parlé de sortir de la commandement intégré de l'OTAN, simplement. Donc, il n'y a pas... La vérité n'est pas dite à l'électorat. On la couvre de discours pompiers, de discours vaseux, de discours de généralité, mais on ne traite pas les problèmes fondamentaux et on infantilise les Français et de cette façon, on affaiblit l'État. Et peut-être, c'est ce qui est voulu par une régie financière mondialisée, c'est d'affaiblir les États-nations. Voilà le résultat auquel on arrive avec la coopération, la collaboration, je dirais, de nos propres élites, de droite comme de gauche. Donc, on arrive en ce sens au bout d'un système où un projet d'État serait nécessaire,
C'est ce que nous essaierons de défendre, ce que nous essayons de défendre par tous les moyens avec nos cercles citoyens, en partant de ce que les Gilets jaunes les plus conscients ont développé eux-mêmes, c'est-à-dire se dire, il y a une oligarchie financière, c'est le vrai problème, et elle nous a dit qu'il n'y avait pas d'argent, puis tout à coup, au moment de la Covid, on voit des milliards, des centaines de milliards circuler. Donc, il y a bien un moyen d'avoir de l'argent, c'est celui qui tient les manettes de la production d'argent. Celui qui tient ce qu'on appelait la banque à billets, maintenant c'est des impulsions électroniques. Donc, celui qui tient cela tient le pouvoir. Et il faut que ce soit le peuple, pour ce qui est nécessaire au bien commun, à l'école, à l'hôpital, au laboratoire, aux technologies de pointe et à leur développement. Macron a bien parlé d'un programme de technologie de pointe. 30 milliards, c'est très peu dans le temps. Mais en même temps, il n'a aucunement parlé de la formation, aucunement parlé du travail humain qui serait nécessaire pour développer ces technologies. Et les technologies dans un ordre qui n'est pas stratégique, où tout est ensemble, y compris le nucléaire, mais un nucléaire qui est vu comme 6 EPR, et pas du tout comme un développement de technologies constant de l'avant qui permettent de créer plus de capacité d'accueil dans la société, pour plus d'hommes, pour plus d'êtres humains, pour plus de femmes, pour plus de développement. Donc, c'est une stratégie qui ne prend plus en compte ce que le peuple a besoin et qui entraîne vers une situation où, à l'aplomb de cette présidentielle, il y a une politique de pratiquement tous les candidats, une incapacité, une politique incapable de traiter les questions fondamentales. C'est ce que j'ai voulu vous parler ce soir, pour souligner l'importance de nos cercles citoyens, pas encore en nombre, mais en prise de conscience d'éléments qui doivent permettre, à travers cette campagne, de développer une prise de conscience et des solutions pour sortir réellement de cette situation que je vous ai décrite ce soir. Voilà notre combat, voilà ce qu'organisent nos amis partout. Nous espérons que vous pourrez vous y joindre, parce qu'il y va non seulement de la France, mais il y va aussi du monde. Et c'est plus que jamais ce que disait Frédéric Schiller, et nous travaillons avec cet Institut Schiller international, patriote et citoyen du monde. Et citoyen du monde parce qu'on est patriote. Parce que la patrie, c'est une conception qui doit être inspiratrice pour tous, en faisant le meilleur de ce qu'on peut, et en recevant le meilleur des autres. Donc c'est cette société-là que nous devons bâtir, c'est pour elle que nous nous battons.